Nous célébrons en 2025 les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies. Alors évidemment, ça ne fait pas forcément la une des journaux, ni ne mobilise les foules. Et pourtant, c'est une date importante parce que l'Organisation des Nations Unies, qui est très souvent décriée, remplit des missions extrêmement importantes sur lesquelles il faut s'attarder. S'y attarder d'autant plus que si elle ne les remplissait plus, on n'aurait plus que nos yeux pour pleurer. Alors, ces grandes missions, c'est bien sûr d'assurer un lieu de dialogue entre les États, un lieu de diplomatie, de discussion. Aujourd'hui, on voit surtout les échecs sur l'Ukraine, sur Gaza, mais il faut quand même mesurer que le Conseil de sécurité de l'ONU vote une 50aine de résolutions par an, ce qui veut dire que ça fonctionne malgré tout, et que certains conflits, notamment en Afrique, ont trouvé des formes de résolution ou de stabilisation grâce à cette intervention de l'ONU et du Conseil de sécurité. Et ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle les échecs sont importants, c'est surtout que les grandes puissances, notamment les États-Unis, la Russie, ne veulent plus jouer le jeu. Et là, c'est un problème plus politique que juridique. C'est-à-dire, on aurait beau faire toutes les réformes qu'on voulait, si les pays les plus puissants ne veulent pas jouer le jeu, on n'y peut pas grand-chose, parce que l'ordre international, la société internationale, repose encore sur le principe de souveraineté. Et donc la grande question qui nous est posée, à nous qui souhaitons la paix, qui souhaitons la coopération internationale, c'est comment, en cette année anniversaire, on ramène les grandes puissances à la table des discussions, à la table des négociations. Alors c'est pas évident quand on a un personnage comme Donald Trump à la tête des États-Unis, qui a un goût assez prononcé pour le rapport de force, mais on voit que même s'il il apprécie le rapport de force, s'il apprécie la dureté des rapports, c'est aussi quelqu'un qui aime bien passer justement des accords. Il a un goût pour la négociation qui lui vient de sa vie de commerçant, si j'ose dire, ou de businessman. Donc on a quand même malgré tout une corde sur laquelle tirer. Et côté Russie, qui a déclenché donc, la guerre face à l'Ukraine, on a aussi un espace de discussion, puisque malgré tout, on sent bien que Vladimir Poutine cherche, au bout du compte, à sortir de ce conflit. Hein, il va bien falloir, à un moment donné, que des équilibres soient trouvés, et on sait que la Chine, puissance très importante, aimerait trouver une sortie. Donc, on a un espace, et c'est là que on ne peut qu'être chagriné, attristé, consterné par l'inexistence de la diplomatie française, qui, dans ce cadre très particulier, aurait toute sa place. C'est-à-dire, on a une diplomatie historique, ça fait des décennies, peut-être même des siècles, hein, que la France occupe un espace qui lui vient en partie de la Révolution française, avec une voix très particulière. La France a toujours été une puissance mondiale moyenne, qui parle à tout le monde, qui tisse des liens, et qui, historiquement, n'a jamais voulu s'aligner, qui avait des alliés, qui choisissait un camp quand il fallait choisir un camp, mais qui avait sa propre voix et qui était capable de s'opposer aux puissants. On se souvient du général de Gaulle, allié des États-Unis dans la crise des missiles de Cuba en 1962, mais opposé aux États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et cette voie de non-alignement serait très précieuse aujourd'hui, où le monde se décompose, et malheureusement, notre classe dirigeante, en particulier depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande, et très fortement avec Emmanuel Macron, choisissent ce moment historique où le jeu s'ouvre, où les cartes se redistribuent, pour s'aligner, et s'aligner d'une manière primaire, bête, fermée, dans un camp, le camp occidental, le camp américain, au moment où d'ailleurs ce camp est contesté, où on voit l'Occident critiquer, diminuer. Donc c'est une diplomatie idiote, complètement à contretemps, mais qui n'est peut-être pas définitive. Après tout, l'histoire, ça existe. Hein. Et donc il appartient aux citoyens français, au peuple français, de rappeler à sa classe dirigeante, à son président, à ses élus, à ses députés, l'histoire, et dire que si la France veut survivre dans ce monde qui se redessine, si la France veut maintenir sa voix, si elle veut rester
dans la trajectoire historique qui est la sienne depuis des siècles, elle doit retrouver son indépendance, c'est-à-dire une capacité simplement à parler. C'est pas très compliqué en fait, hein. Ça ne nécessite pas forcément de l'argent, ça nécessite une volonté politique, du courage politique. Et si notre classe dirigeante n'est pas capable de renouer avec ce courage politique, cette vision politique qui lui vient quasiment du fond des âges, eh bien il nous appartient à nous, citoyens, à nous, peuple français, de le lui rappeler en nous manifestant par tous les moyens qui sont les nôtres, en écrivant, en parlant, en se rassemblant.